Recording. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kate. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société de la SLA. C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Sophie Sylvain et Caroline Marion qui va faire une présentation sur les crédits d'impôt, etc. Donc, Madame Sylvain est planificatrice financière et conseillère principale à la gestion de patrimoine des jardins. Elle travaille sur les stratégies de planification financière et cela se traduit notamment par le développement et la diffusion de présentations comme celle d'aujourd'hui. Caroline Marion, elle est notaire, fiscaliste et fellow de l'Institut de planification financière. Elle œuvre au sein de Desjardins, gestion du patrimoine, au rayonnement des affaires et donne de la formation continue en droit, en fiscalité et en planification financière. Bienvenue et c'est à vous maintenant de faire la présentation. Parfait, merci beaucoup. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence qui se veut un guide pratique pour la réalisation de vos déclarations de revenus qui doivent être effectuées d'ici le 30 avril prochain. Alors, avec ma collègue Caroline, bonjour Caroline. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous amener de l'information qui va se vouloir la plus simple possible, malgré qu'avec le sujet, c'est mission un petit peu plus difficile, on va dire ça comme ça, de pouvoir simplifier des notions qui peuvent parfois sembler complexes. On le sait, au quotidien, d'avoir la charge administrative de bien garder la documentation nécessaire, de réaliser à chaque année les déclarations de revenus, ça peut être ressenti comme un fardeau, ça peut être une lourdeur. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de rendre ça le moins lourd possible en vous donnant un outil, en vous donnant un guide pour que vous puissiez vous y retrouver parce que on est très conscient qu'en matière de fiscalité, en matière d'autorité fiscale provinciale, fédérale, c'est quand même pas si évident de s'y retrouver, ne serait-ce qu'avec l'appellation des différents crédits dont on va vous parler aujourd'hui, qui peuvent se ressembler, mais qui parfois, avec des subtilités, il y a une différence là, entre les niveaux de crédit et de critères d'admissibilité. Alors aujourd'hui, on va avoir 5 sujets plus spécifiques à discuter avec vous. Et d'abord et avant tout, on vous a préparé un lexique, on va dire ça comme ça, parce que l'utilisation des mots en fiscalité est importante. Le souci du détail par rapport à ça, on voulait vous l'apporter dans l'interprétation des mots qui sont utilisés. On a aussi un tableau synthèse pour faire, il est non exhaustif, mais faire un résumé de la majorité des crédits d'impôt qui pourraient vous être utiles, soit comme personne aidée, personne aidante ou en situation d'handicap. Donc, c'est pour ça qu'on va voir les crédits spécifiques pour personnes proches aidantes. C'est aussi les crédits d'impôt pour personnes handicapées qui vont être expliqués. Un acronyme, crédit d'impôt pour maintien à domicile, le fameux CIMAD pour les intimes, versus frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie et un bref rappel du crédit d'impôt pour frais médicaux. On a transmis aux équipes, à Kate et à Lee, 2 documents qu'elles vont pouvoir vous transmettre au besoin si vous le souhaitez. La présentation en tant que telle, elle n'est pas téléchargeable. Toutefois, on a préparé un aide-mémoire avec l'essentiel des informations. Et dans cette aide-mémoire-là, vous allez retrouver le lexique et surtout le fameux tableau synthèse. Dans le document aide-mémoire auquel vous avez accès, le tableau synthèse, on y a mis des liens cliquables qui vous mènent aux pages précises, soit du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral pour les crédits qui sont listés dans le tableau. Et ça va vous permettre d'avoir l'information détaillée au niveau des conditions d'admissibilité, des montants de crédit, etc.
Alors, avant toute chose, si on faisait l'exercice de bien s'y retrouver en termes de vocabulaire au niveau de la fiscalité d'aujourd'hui, là, avec les crédits d'impôt, montant de crédit d'impôt non remboursable, remboursable, transférable, remboursé par anticipation. Donc, on en a quelques-uns. Caroline, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne ici? En fait, ce que je voulais faire, c'est vous expliquer que justement toute cette terminologie-là apparaît souvent sur les sites internet des agences du Revenu du Canada et du Revenu du Québec. Donc pour s'y retrouver, la première des choses, un crédit d'impôt, c'est un montant qui va venir réduire un impôt payable. Donc essentiellement, si j'ai pas d'impôt à payer dans une année, généralement le crédit d'impôt a pas de valeur monétaire pour moi, sauf s'il est remboursable, sauf s'il est transférable. Donc, dans beaucoup de cas, le crédit d'impôt n'a pas nécessairement une valeur monétaire et donc n'est pas, il ne faut pas, il faut pas essayer d'aller chercher toutes les crédits d'impôt applicables si ultimement on n'a pas d'impôt à payer, on perd notre temps. C'est la première des choses, c'est un peu un des messages que je voulais passer. Par contre, un crédit d'impôt, c'est vraiment une mesure fiscale qui est équitable, beaucoup plus équitable pour tous les contribuables. Pourquoi? Parce qu'une déduction fiscale, ça vient réduire mon revenu imposable. Donc, plus mon revenu imposable est élevé, plus la déduction a une valeur monétaire importante. Alors que quand on parle d'un crédit d'impôt, ben, c'est la même valeur pour tout le monde. Et là, le défaut des crédits d'impôt, c'est qu'ils sont souvent présentés en fonction du montant du crédit. Or, le montant du crédit, c'est pas le montant d'économie d'impôt qu'on fait, c'est pas le montant de remboursement que je vais avoir. C'est une donnée, c'est une valeur nominale à laquelle on va appliquer le taux du crédit d'impôt. Fait que souvent, ça a l'air bien gros quand on vous parle du montant du crédit d'impôt, puis on va voir un exemple tout de suite après. Par contre, dans les faits de crédit d'impôt, la valeur monétaire en argent sonnant, elle est beaucoup moindre, beaucoup plus modeste. Donc, l'aide fiscale a l'air très généreuse, mais dans les faits, elle ne l'est pas tant que ça. Hem, Comme je vous disais tantôt, la majorité des crédits d'impôt sont non remboursables. Qu'est-ce que ça veut dire un crédit d'impôt non remboursable? C'est essentiellement si le contribuable qui a droit au crédit n'a pas d'impôt à payer, bien, essentiellement, ça ne lui sert à rien, ce crédit-là. Si le contribuable a très peu d'impôts à payer, puis qu'on applique le crédit, puis il resterait du crédit, mais il n'y a pas d'impôt pour l'effacer, bien, c'est perdu le montant du crédit. Ça, c'est quand on est dans un crédit d'impôt non remboursable. Ce qui veut dire que ce qu'on recherche le plus, ceux qui sont intéressants puis qui vraiment peut venir apporter quelque chose au quotidien, c'est souvent les crédits d'impôt qui sont soit transférables, parce qu'on sait que souvent une personne qui est malade, elle a très peu de revenus, elle génère très peu de revenus par elle-même. Donc, souvent, les personnes qui ont droit à ces crédits-là n'ont pas nécessairement les revenus nécessaires pour utiliser les crédits. Par contre, le proche aidant peut avoir des revenus nécessaires pour utiliser le crédit. Et c'est là que ça devient intéressant, la notion de transférable, la notion de remboursable, puis la notion de même remboursé par anticipation. Donc, un crédit d'impôt transférable, c'est qu'il y a une portion du crédit, celle qui ne serait pas utilisée par celui qui a droit au crédit, qui peut être transférée à une personne spécifique, généralement le conjoint, mais dans le cas de certains crédits qu'on va voir aujourd'hui, ça peut aussi aller jusqu'au proche aidant. Ça peut aller également même à toute personne qui héberge, la personne, qui a, une maladie ou une condition médicale qui l'exige ou un handicap. Donc, crédit d'impôt remboursable, ça, là, on commence à les aimer un peu plus ceux-là, parce que les crédits d'impôt remboursables, c'est vraiment un chèque que je vais obtenir si, en fin d'année, quand je vais produire ma déclaration d'impôt, si, même si j'ai pas d'impôt à payer. Donc, essentiellement, ce crédit-là va avoir une valeur monétaire réelle, que je vais pouvoir encaisser si j'ai pas d'impôt à payer. Et finalement, un crédit remboursé par anticipation, ben ça, c'est vraiment là, en termes de préféré dans les crédits, c'est le premier. Pourquoi? Parce que en plus de me le verser, même si j'ai pas d'impôt à payer, c'est un crédit que le gouvernement accepte même de me payer d'avance dans une année. Donc, au lieu d'attendre la fin d'année pour avoir droit à mon crédit d'impôt puis encaisser ce montant-là, le crédit d'impôt remboursé par anticipation, je vais le recevoir à chaque mois
sous forme de versement ou encore à chaque trimestre sous forme de versement. Puis à partir de là, c'est en faisant ma déclaration à la fin de l'année qu'on va comparer, dans le fond, le montant du crédit auquel j'ai réellement droit versus ce que j'ai reçu dans l'année. Ce qui peut faire en sorte que je peux avoir un petit montant à repayer si j'en ai trop reçu par anticipation, comme ça peut me ramener un petit peu plus d'argent si j'en ai pas assez reçu par anticipation. Donc, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il est le fun, on le reçoit mensuellement, mais il faut garder en tête que si on n'avait pas droit à ce montant-là, on peut être obligé de rembourser à la fin de l'année un montant parce qu'on l'a reçu par anticipation. Ça va jusque-là? Heu, je crois que oui et justement pour bien illustrer, hein, tantôt, qu'est-ce que tu mentionnais, le montant du crédit versus sa valeur en argent sonnant, tu nous as fait une illustration avec, un exemple et l'exemple que tu as choisi, c'est le crédit d'impôt pour, personnes handicapées. Alors c'est là qu'on voit vraiment la différence qui est frappante entre ce qui est dit comme étant la valeur du crédit d'impôt versus le montant qui nous est, dont on est informé. Oui, puis, c'est pour ça que je disais, des fois, c'est très tape à l'œil. On a l'impression que la fiscale est très généreuse. Donc on en a un bel exemple ici où les montants sont quand même assez substantiellement élevés, fait que ça a l'air très, très alléchant, d'aller chercher le montant fédéral, qui est en 2024 pour l'année d'imposition dont on fait les impôts maintenant, là, en début d'année 2025. On a un montant de crédit de 9 872. Par contre, quand on applique le taux du crédit à ce montant-là, le taux du crédit au fédéral est de 12,525. Et ça, c'est parce qu'on est au Québec, donc le taux fédéral est plus bas à cause de l'abattement du Québec remboursable. Essentiellement, ça veut dire que la valeur monétaire de ce 9 800 ce qui vient vraiment réduire l'impôt à payer, c'est une valeur monétaire de 1 236,47. Fait que vous voyez l'écart énorme entre ce qu'on nous affiche comme étant le montant du crédit et la réelle aide fiscale qui est de 1 236,47. Au Québec, c'est encore pire. C'est pas pire parce que c'est c'est aussi le même principe, mais le montant qui est présenté est pas mal moindre, 4 009 mais encore là, ça a l'air intéressant, 4 009 mais dans les faits, la valeur monétaire de ce crédit-là, on est à 561,26 parce qu'on y applique un taux de crédit de 14 qui est le même pour tout le monde. OK? Merci, Caroline. Hem, on va aussi y revenir un petit peu plus tard à ce crédit-là, pour, personnes handicapées. Donc pour le reste là, des caractéristiques, on va pouvoir regarder ça un peu plus en détail. Maintenant, quand on vous parlait au départ de tableau synthèse, bien ici, au niveau des tableaux synthèse, bon, c'est pas, évident dans l'écran actuellement, mais dans le document de référence qu'on vous laisse, ce sont chacun sur les noms des crédits d'impôt. C'est un lien cliquable qui vous mène aux bonnes pages là, des différentes instances gouvernementales. Donc, ce tableau-là, entre autres, oui, c'est pour vous mener aux bonnes pages, mais c'est aussi pour vous synthétiser. Est-ce que c'est un crédit d'impôt qui est provincial, fédéral, pour la personne aidée, pour la personne aidante? Est-ce qu'il est transférable? C'est quoi sa valeur? Valeur, quand on parle de valeur, pas le montant, mais bien la valeur en argent sonnant. Et Caroline, oui, on a aussi si c'est remboursable ou non remboursable parce qu'on sait que nos préférés, c'est les remboursables. Mais, tu as également indiqué pour, donner encore plus de guides par rapport à ça, les lignes des différents, hem, sur les déclarations de revenus, les lignes auxquelles on se réfère là pour les crédits. Exactement. Puis l'idée, dans le fond, de vous avoir. Oups, Il y a peut-être un je pense retour de qu'il y a son, un mais autre continue. c'est beau. L'idée, dans le fond, de vous avoir parlé du vocabulaire précédemment, c'est que cet outil-là, il tient sur 2 pages et vous avez toute, dans le fond, la gamme des crédits dont on va parler aujourd'hui un peu plus en détail. Hem, donc sur 2 pages et vous pouvez aller, dans le fond, à un seul coup d'œil, savoir si c'est un crédit qui est admissible pour vous comme proche aidant
ou pour la personne aidée. Puis, vous pouvez aller cliquer, comme Sophie disait, sur le lien dynamique qu'on a dans l'outil pour aller chercher plus de détails directement sur les sites des autorités fiscales. Puis, vous avez une idée de la valeur du crédit. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse des démarches pour aller chercher ce crédit-là? Ça répond aussi à cette question-là de cette façon-là. Donc, c'était ça l'objectif et c'est pour ça qu'on vous a parlé des mots avant pour que vous puissiez vous retrouver dans ce tableau-là sans trop de difficultés. Mais là, Sophie, on va les regarder un par un de façon plus spécifique, les crédits qui peuvent être applicables. Effectivement. Et c'est là que les subtilités, on va appeler ça comme ça, là, que les subtilités embarquent sur les différents crédits. On commence par les crédits spécifiques pour personnes proches aidantes, puis vous allez voir que par rapport au palier provincial versus au palier fédéral, ils n'ont pas mis les mêmes noms pour les crédits. Donc, ça, c'est une difficulté additionnelle qui, même nous autres, quand on baigne là-dedans plus régulièrement, c'est facilement quelque chose qui nous étourdit, les noms des crédits d'impôt. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir à y regarder plus d'une fois pour être sûr qu'on regarde la bonne chose. Pour débuter au niveau provincial, le crédit d'impôt pour proches aidants, celui-là, c'est comme un gros morceau parce qu'il y a 2 volets. Puis dans un des 2 volets, bien, il y a même un sous-volet. Donc, allons-y une bouchée à la fois, Caroline, pour celui-là. Puis, à titre de repère, ce que vous allez voir pour chacun des crédits qu'on va vous présenter, c'est que vous allez voir à la gauche, habituellement, là, sur presque toutes les planches des crédits, à la gauche, vous voyez les différentes caractéristiques qui sont rassemblées, à savoir, est-ce que c'est un crédit qui est remboursable ou non remboursable? Est-ce que c'est un crédit qui est non transférable? Est-ce qu'il est admissible pour versement anticipé? Donc, les caractéristiques qui sont propres à chacun des crédits, on les énumère là, pour que ce soit plus facilement repérable aussi. Donc, le volet numéro 1 pour ce crédit-là, Caroline, heu, on s'y attaque. Oui, on s'y attaque, puis je vais peut-être juste pointer sur le fait que ce crédit-là, j'ai marqué qu'il est non transférable, mais il est partageable. Ça veut dire que plusieurs personnes pourraient être des proches aidants d'une même personne et ils pourraient se partager le crédit. Donc, ce n'est pas chacun qui a droit à son plein crédit, c'est qu'il est partageable entre les différents proches aidants. C'est un de nos crédits préférés, évidemment, parce qu'il est remboursable et admissible au versement anticipé. Donc, c'en est un pour lequel on porte attention si on est admissible ou pas. Et là, ben, ils ont voulu faire ça simple, mais s'il n'y a rien de plus compliqué que quelque chose que la fiscalité veut rendre simple. Donc, on va essayer d'y aller justement le plus rigoureusement possible, mais sans vous endormir et sans vous perdre dans les méandres. Donc, en gros, la façon dont on a voulu aborder chacun des crédits, on les a mis en fonction des critères à rencontrer pour y avoir droit. Ouais. Donc, pour avoir droit au volet 1 du crédit provincial pour personnes aidantes, dans le fond, la personne aidante, ses critères à rencontrer, c'est qu'elle doit résider au Québec. Elle ne doit pas avoir reçu une rémunération pour l'aide qu'elle apporte et la personne aidée peut ne pas avoir aucun lien familial avec vous. Donc, c'est quand même assez large, assez vaste. On peut aller chercher, dans le fond, un crédit pour une personne qui n'est pas nécessairement notre enfant ou notre sœur ou notre frère. Ça pourrait être un ami, par exemple. Les critères à rencontrer pour la personne aidée. Donc, on ajoute que cette personne aidée-là doit avoir 18 ans ou plus. Ça veut dire que ce n'est pas un crédit qui est disponible quand la personne que j'assiste est un enfant mineur de moins de 18 ans. La personne aidée doit résider au Québec, mais elle ne doit pas résider dans une résidence privée pour aînés, ni dans un logement situé dans une installation du réseau public, lire hôpital, centre de réadaptation, CHSLD. Donc, la personne ne doit pas habiter une de ces installations-là. Et il faut que ma personne aidée soit admissible au montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. En d'autres termes, que cette personne-là soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, version Québec. Donc, formulaire TP 752, quelque chose pour avoir droit à ce montant-là. Donc, ça n'a pas rapport, même si la personne, elle ne l'utilise pas, le montant,
pour que mon crédit pour proche aidant soit admissible, il faut que ma personne aidée soit admissible au montant. Pas nécessairement qu'elle le reçoive, ni même qu'elle en profite. Donc, et là, le crédit se divise en 2 selon que je cohabite ou non avec le proche que j'aide. Donc, le proche aidant, s'il cohabite avec la personne aidée, il aura droit à 2 volets du crédit. Ben, pas 2 volets, il ne faut pas que j'utilise le terme volet, Non. 2 morceaux de crédit. Donc, il aura droit à une aide de base qui, elle, est toujours la même. C'est un montant fixe annuel qui correspond pour 2024. Je m'excuse, je n'avais pas mes notes avec moi sous les yeux. 1453, est-ce que ça se peut? Merci beaucoup, Sophie. Oui. Donc, pour 2024, c'est 1453 ce qui veut dire réparti sur 12 mois parce qu'il est admissible au versement anticipé, donc un peu plus que 125 par mois ou quelques. Et ça, cette aide de base-là, elle existe peu importe si on rencontre les critères qui sont à l'écran ici et qu'on cohabite avec la personne aidée, boum, aide de base, pas d'autres questions. L'aide réductible, c'est que je peux doubler le montant. Donc, je pourrais avoir 1453 fois 2 comme personne aidante. Mais par contre, ça, c'est réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, essentiellement, si le revenu de la personne aidée dépasse pour 2024 le montant de 25 785 donc si je suis en train de faire la déclaration de la personne aidée puis que c'est plus que 25 785, je commence à perdre partiellement le deuxième 1453 auquel je pourrais être admissible comme proche aidant. Et si ma personne aidée, dans le fond, a un revenu imposable de 34 886 j'ai tout perdu. Donc, en gros, c'est un crédit qui s'égrène en fonction de la valeur du montant de revenu de la personne aidée. De l'autre côté, si je ne cohabite pas, puis on est toujours dans le volet 1 du crédit, si je ne cohabite pas avec la personne que j'aide, là, j'ai juste droit à l'aide réductible. Donc, je n'ai plus droit à l'aide de base qui est automatique du 1453. J'ai peut-être jusqu'à 1453 d'aide, à condition que ma personne aidée ait un revenu inférieur à 25 700 ou à peu près des poussières. Caroline, si ensuite on poursuit toujours dans le volet 1, mais qu'on va du côté de ce qu'on appelle plus communément les montants pour du répit. Oui, tout à fait. Donc, on est toujours dans le volet 1 du crédit. Donc, ça s'applique toujours avec les mêmes critères, tant pour le proche aidant que la personne aidée. Et là, cette fois-ci, on va venir parler de frais payés pour des services spécialisés de relève. Donc, la notion de répit, comme tu disais, Sophie, essentiellement, les critères à rencontrer toujours pour la personne aidante, c'est un montant additionnel qui peut être égal à 30 des frais engagés durant l'année pour des services spécialisés de relève fournis par un diplômé admissible. Donc, en gros, ce n'est pas n'importe qui peut venir Non. prendre ma relève pour que j'aie droit au crédit. C'est des personnes qui ont des diplômes spécifiques, justement, des gens qui sont qualifiés pour apporter de l'aide à mon proche. Donc, pendant que je confie mon proche à ces personnes-là et que je prends un peu de répit, ben, essentiellement, on vient me dire que je peux aller chercher jusqu'à, évidemment, toujours 30 des frais engagés, jusqu'à concurrence de 5 200 pour une année, ce qui correspond, dans le fond, à quoi 100 par semaine. Et comme c'est un versement, crédit d'impôt qui peut être versé par versement anticipé, on est toujours avec le 1453 qui est déjà là, plus ceci. Bien, essentiellement, ça pourrait venir me donner jusqu'à 100 par semaine pour avoir quelqu'un à la maison qui vient prendre ma relève pendant quelques heures. Personne que, dans le fond, je paye 300 et je paye et j'ai un 100 qui est financé, si on veut, par ce crédit-là. Fait que ça peut être intéressant. C'est des montants qui peuvent être intéressants en plus du 1453 Évidemment, ici, pour y avoir droit, il doit y avoir cohabitation. Donc, si je ne cohabite pas avec le proche aidé, je n'ai pas droit à cette portion-là, à ce volet-là de relève ou de répit.
La dernière petite chose à savoir, les mêmes dépenses. Donc, si j'ai payé un préposé, par exemple, pour venir s'occuper de ma personne aidée pendant un certain temps, bien, ces dépenses-là, je ne peux pas aussi les utiliser pour le crédit pour frais médicaux. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus avantageux de l'utiliser dans ce contexte de crédit ici. Pourquoi? Parce que l'aide fiscale est de 30 et non pas de 14 ou moindre, même quand on parle de crédit pour frais médicaux. Et il n'y a pas de plafond de revenus non plus de ce côté-là. Fait que ça nous donne une aide supplémentaire qui peut être très bienvenue, très bénéfique parfois. Alors, on a mentionné au départ que ce crédit-là avait 2 volets. Donc, pour le deuxième volet, on peut se référer à ça ici au niveau des critères. Oui, puis là, on est complètement ailleurs, là. Mmh. On parle de critères à rencontrer pour le proche aidant, donc résider au Québec, toujours n'avoir reçu aucune rémunération pour l'aide, cohabiter. Donc, dans le cas du volet 2, la cohabitation est essentielle. Je n'ai pas l'option d'être pas en train de cohabiter. Et là, les critères à rencontrer pour la personne aidée, c'est là que ça se corse, c'est que cette personne aidée-là, il faut qu'elle ait 70 ans ou plus. Donc, déjà, on écarte toutes les plus jeunes qui étaient admissibles pour le volet 1. euh, donc, 70 ans et plus, résider au Québec. Encore une fois, ne pas habiter dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau de la santé. Cette personne-là, elle ne doit pas être atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales et physiques. Donc là, c'est vraiment plus pour un proche parent qui est âgé et pour lequel on offre de l'assistance et on cohabite. Mais le lien de parenté aussi est limité, donc ça ne peut pas être mon conjoint, mon enfant, mon petit-enfant, neveu, nièce, frère ou sœur. Donc, il faut que ça soit plus loin que ça, plus éloigné. Donc, ça serait, par exemple, bon pour une tante ou un oncle avec qui j'habite. Là, à ce moment-là, je pourrais, mais il ne faut pas que cette personne-là soit admissible au montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, auquel cas, c'est d'autres crédits qui vont s'appliquer. Donc, c'est pour ça, ça, c'est vraiment une aide spécifique pour des situations spécifiques. C'est le volet 2 du crédit d'impôt pour personnes aidantes. Alors, au départ, on mentionnait que, il peut y avoir des crédits d'impôt, qui, ont leur contrepartie, sur l'autre palier gouvernemental. Ici, on fait référence, au crédit canadien pour aidants naturels. Donc, encore une fois, ici, on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes noms nécessairement. Puis dans les caractéristiques, ce qu'il faut aussi porter attention, c'est que c'est pas parce que celui provincial était remboursable que celui au fédéral va l'être également. Parce que pour le crédit canadien pour aidant naturel ici, on le voit, c'est un crédit qui est non remboursable. Alors celui-là peut être moins intéressant si la personne n'a pas de revenus, il ne paie pas d'impôt. C'est ça, a pas d'impôt à payer sur ses revenus. Si elle gagne, entre autres, un exemple de ça, c'est que je pourrais quand même gagner jusqu'à 15 000 par année, avoir droit au crédit personnel de base, qui fait en sorte que, dans le fond, je ne paye pas d'impôt parce que mon crédit personnel de base efface tout impôt potentiel sur mon revenu personnel. Fait que le crédit pour aidant naturel va venir se rajouter à ça, mais il peut être inutile si mes revenus ne sont pas suffisants pour couvrir à la fois la valeur du crédit personnel de base et la valeur du crédit pour aidant naturel. Et là, si on voulait faire compliqué, là aussi, on a battu des records et c'est ça qui est un peu troublant pour un fiscaliste, c'est de se rendre compte à quel point ces mesures-là, qui s'adressent à de la population qui souvent est un peu plus démunie ou en tout cas n'a pas nécessairement le temps requis pour faire l'analyse complexe, ces crédits-là sont plus compliqués que n'importe quel autre type de crédit possible et admissible. Fait que c'est un non-sens à mon avis, mais allons-y quand même. Donc, les critères à rencontrer pour la personne aidante, c'est un particulier qui subvient aux besoins d'une personne qui est atteinte d'une déficience physique ou mentale et qui est soit son époux ou conjoint de fait, une personne à charge admissible âgée de 18 ans et plus, ou une personne à charge admissible âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année. Donc, on couvre plus large en termes d'âge. On va aller chercher, par contre, les conjoints
puis les enfants, ça peut aller, ça pourrait être un neveu ou une nièce parce qu'une personne à charge, c'est plus large que juste mon enfant. Ça pourrait même, à la limite, être le conjoint de mon enfant. Ça pourrait être l'enfant de mon conjoint, donc l'enfant d'un nouveau conjoint. Donc, du moment qu'elle est à ma charge, donc que cette personne-là a un seuil de revenu assez bas pour se qualifier comme étant à charge, puis que dans les faits, elle est à ma charge, donc je paye pour certaines de ses dépenses. Euh, Après ça, le montant que vous allez pouvoir demander comme Crédit canadien pour aidant naturel, ça dépend vraiment de la relation avec la personne pour laquelle vous demandez le crédit, de votre situation à vous, du revenu net de la personne aidée et du fait que d'autres crédits ont été demandés ou non pour cette personne. Donc, bonjour la complexité. Puis, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que ça peut être un crédit puis là, on parle de montant et non pas de valeur du crédit. Toujours Euh, important. oui, c'est ça. Alors, on nous dit que le crédit peut être un montant supérieur maximal de 8 375 et un montant inférieur maximal de 2 616. Fait que c'est généralement un ou l'autre. La façon dont dont ça s'applique réellement, puis Sophie, je te demanderais de revenir en arrière au tableau synthèse, il est peut-être plus facile à expliquer grâce à ça. Ouais, je vais y aller. Ça va peut-être être étourdissant, par exemple, parce que c'est une planche à la fois là, de recul, donc j'y retourne tranquillement. Il n'y a pas de problème. On C'est y est. la précédente. C'est ça. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a présenté, dans le fond, tantôt, on vient de présenter le crédit provincial, puis là, on est dans le bas de cette page-là et on parle du crédit fédéral pour aidant naturel. Donc, si votre personne que vous aidez, c'est votre époux ou conjoint de fait à charge, à ce moment-là, le crédit, il va se décliner sur 2 lignes de la déclaration d'impôt. Donc, vous allez avoir droit à un premier montant, puis là, on parle de valeur du crédit et non pas du montant, Mhm. de 1 049 que vous allez mettre sur la ligne, dans le fond, du conjoint à charge. Et vous allez aller chercher un montant de 328 supplémentaires qui, lui, va être dans la ligne du Crédit canadien pour aidant naturel. En tout et partout, ces deux montants-là, ensemble, ça correspond, dans le fond, à mon Crédit canadien pour aidant naturel. Si ma personne à charge, elle a 18 ans ou plus, pour que je puisse avoir droit aux 2 volets du crédit, il ne faut pas que j'aie de conjoint même si ce conjoint-là n'est pas à ma charge. À ce moment-là, on dit que ma personne à charge de 18 ans ou plus, elle est comme mon équivalent de conjoint. Donc, j'ai droit à la fois à un crédit à la ligne 30 425 pour 1 049 au maximum et j'ai droit à mon petit volet crédit canadien pour aidant naturel à 328. Si la personne à charge de 18 ans ou plus a une déficience, donc elle se qualifie au crédit d'impôt pour personnes handicapées. À ce moment-là, et que cette personne-là ne se qualifie pas à la fois soit de mon conjoint ou de mon équivalent de conjoint, bien là, je pourrais aller chercher seulement que 1049, mais dans ma ligne de crédit canadien pour aidant naturel. C'est d'une simplicité, n'est-ce pas? Et si l'enfant a moins de 18 ans, ben, à ce moment-là, c'est juste le petit volet crédit canadien de 328 que je vais pouvoir aller chercher. Je ne pourrai pas le qualifier d'équivalent de conjoint dans ces circonstances-là pour les fins du tableau. Donc là, Caroline, on a couvert un gros morceau. C'était le crédit pour les crédits spécifiques pour personnes proches aidantes. Le prochain gros morceau, puis le temps file, on continue avec le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Oui, Et là, encore une fois, il y a le nom auquel il faut être attentif. Du côté provincial, ça s'appelle le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. oui, qui est un crédit d'impôt non remboursable et non transférable, sauf exceptionnellement en faveur du conjoint de cette personne-là. Le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions, ça permet de réduire l'impôt sur le revenu de la personne aidée.
Donc, c'est son crédit et souvent, ce montant-là donne ouverture à d'autres crédits, on l'a vu tantôt. Donc, si, mon proche aidé a droit à ce crédit-là, ça donne ouverture à ce que je puisse aller chercher un volet, du crédit d'impôt pour, aidant naturel personnellement. Valeur monétaire du crédit, ben, c'est celui qu'on avait donné en exemple tantôt. Donc, on le rappelle, le montant Oui. est à 4 009, mais la valeur monétaire est à 561,26 $. Tandis que du côté, fédéral, ben là, ici, ça s'appelle vraiment puis c'est peut-être l'acronyme qui est un peu plus connu, là, le fameux CIPH, Crédit d'impôt pour personnes handicapées. Tout à fait. Donc, celui-là aussi est non remboursable, mais il est transférable à des proches aidants. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, il est un crédit pour la personne aidée. Sa valeur monétaire pour l'année d'imposition 2024, sur un montant de 9 872, on a un crédit de 1 236,47. Puis, si ma personne handicapée ou ma personne admissible au CIPH est un enfant de moins de 18 ans, j'ai un supplément pour l'enfant de moins de 18 ans, qui peut équivaloir essentiellement à 721,19 $ d'aide annuelle supplémentaire, mais toujours pour réduire le revenu imposable de la personne aidée. Donc, si on parle d'un enfant mineur, des fois, il n'y en a pas de revenu imposable, donc ça Voilà, vaut ce que ça vaut. Hein? exactement. Puis là, ben, au niveau du toujours CIPH, crédit d'impôt pour personnes, handicapées, il y a eu des, élargissements, appelons ça comme ça, au niveau là, de certains critères, d'admissibilité. Puis, ce qu'on veut aussi passer comme, message essentiel, c'est que ce crédit d'impôt-là, tu l'as mentionné, peut quand on est admissible, bien, ça peut nous amener à ouvrir des portes sur d'autres programmes ou d'autres crédits. On va les voir, ce ne sera pas très long, mais il ne faut pas, hem le voir de façon péjorative. C'est pas parce que ça s'appelle une appellation de crédit d'impôt pour personnes handicapées, que ça restreint. Au contraire, parfois, il y en a qui sont admissibles et qui ne le savent pas. Ben, ils s'en doutent même pas ou ils n'osent pas le demander de peur d'être catalogués avec cette appellation-là. Mais sachez que c'est pas parce que vous demandez un crédit d'impôt pour personnes handicapées qu'à partir du lendemain dans la rue, les gens vont vous pointer du doigt en vous disant que vous êtes une personne handicapée maintenant. Ils ne le savent pas. Donc, faut pas se gêner pour aller chercher l'aide fiscale qui est disponible dans certaines circonstances. Puis oui, une maladie qui affecte certains aspects de notre quotidien peut en venir à nous rendre admissibles à ce crédit-là de façon graduelle. Donc, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que soit j'ai une déficience grave et prolongée dans une seule des catégories. Donc, si la situation qui m'affecte fait en sorte que je ne peux pas marcher du tout, c'est suffisant pour aller chercher le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Si on parle de s'habiller, si je ne suis plus en mesure de m'habiller, ça constitue une raison pour pouvoir aller chercher le crédit et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les fonctions vitales qui ici sont indiquées. Et on peut aussi ben, être capable de marcher, mais avec beaucoup d'aide. Ça prend beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre, mais je suis encore capable de le faire. Donc, j'y vais avec des aides, des cannes, une marchette. Donc, ça me prend beaucoup plus de temps que d'habitude, mais je suis quand même capable, ben, à ce moment-là, j'ai une limitation considérable. Bien là, il faudrait que j'aie une telle limitation dans 2 catégories. Donc, si j'ai de la misère à marcher, puis j'ai de la misère à m'habiller, par exemple, ben, ça me permet d'avoir accès à ce crédit-là, dans les circonstances. Fait que je trouve ça intéressant parce que souvent, on s'imagine pas que ça peut aller jusque-là, mais clairement, toute personne qui a, un début de surdité, des difficultés d'élocution, à parler, un début de cécité, donc on commence à être aveugle de plus en plus, puis on perd des facultés de ce côté-là, ça peut nous rendre admissibles et on a élargi le tout également pour les fonctions mentales. On ne va pas jusqu'à nécessairement de l'inaptitude juridique pour arriver à se qualifier.
Puis les soins thérapeutiques essentiels sont aussi quelque chose qui a été ajouté. Et là, on vise entre autres les gens qui doivent faire de la dialyse, par exemple. Voilà. À ce moment-là, ces gens-là, vu que ça limite leurs activités quotidiennes parce qu'ils sont obligés d'être branchés sur la machine pendant un certain nombre de temps, puis pendant certaines fois dans la semaine, ben ça rend la personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Aussi, bon, il y a les conditions d'admissibilité. Évidemment que ça vient avec des formulaires à compléter, mais là également, c'est pas que le médecin qui est habilité à pouvoir compléter les formulaires. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui peuvent le faire en fonction de la déficience. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est sûr que le médecin peut qualifier toutes les déficiences. C'est sûr que l'infirmier praticien, qui en le fond est un infirmier bachelier qui est allé chercher un bac en soins infirmiers versus un infirmier qui a un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Donc, l'infirmier praticien peut aussi attester de toutes les déficiences, mais quand c'est spécifique, par exemple, à la vue, ben, l'optométriste peut attester de la déficience sur le formulaire. C'est une amélioration qui est arrivée depuis 2022. Fait que c'est quand même relativement récent encore. Avant, c'était toujours juste le médecin, puis ça rendait les choses difficiles parce que j'ai peut-être pas de médecin de famille, je suis peut-être pas capable d'avoir un rendez-vous facilement. Mon médecin n'a pas le goût de compléter le formulaire parce qu'il y a 42 pages. C'est pas vrai qu'il y en a 42, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, essentiellement, ça permet de limiter, dans le fond, ou d'élargir la possibilité d'admissibilité à ce crédit-là. Et comme tu le disais, Sophie, on y arrive d'ailleurs. Ces crédits-là, des fois, ce n'est pas tant pour la valeur du crédit, parce que ça se peut que je n'ai pas d'impôt à payer, mais si ça peut me rendre admissible à un programme fiscal particulier intéressant, bien, ça vaut la peine d'aller le chercher, même si, ultimement, je ne me servirai pas du montant pour réduire mes impôts parce que je n'ai pas d'impôt à payer. Ça serait le cas pour avoir accès au régime enregistré d'épargne invalidité, qui peut aller donner une aide fiscale considérable, qui peut atteindre 90 000 au maximum avec un investissement ou des cotisations de 30 000 pour l'individu. Puis ça, c'est pas d'un coup, là, on ne cotise pas 30 000 la première année, ça peut se faire sur un certain nombre d'années. Donc, ça peut être une très petite injection de capital pour aller chercher des crédits d'impôt qui multiplie le rendement, si on veut, à quasiment 300 sur le, ben, pas à quasiment, à 300 sur le premier 500 investi. Donc, c'est vraiment un beau régime. Le supplément pour personnes handicapées de l'allocation canadienne pour les travailleurs, je vais y avoir accès si j'ai droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Même chose pour la prestation pour enfants handicapés et pour le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Avant d'aller plus loin, Sophie, je veux aussi mentionner qu'en 2024, c'est une année où c'est important si votre proche aidé n'a pas produit de déclaration d'impôt dans le passé parce qu'il n'y a pas de revenus, parce que probablement n'utilise pas les crédits. Il y a une nouvelle prestation canadienne pour personnes handicapées qui va commencer à être versée à partir de juillet 2025 sur la base des productions 2024. Fait que si par le passé, vous vous disiez, bof, tu sais, pas trop pertinent de produire une déclaration pour mon proche aidé parce que pas de revenus, parce que temps perdu, bien, ça vaut la peine en 2024, surtout si cette personne-là n'a vraiment aucun revenu, de venir produire une déclaration d'impôt juste pour l'ajouter dans l'engrenage de cette nouvelle prestation canadienne pour personnes handicapées qui s'en vient prochainement, mais dont on n'a pas plus de détails au moment où on se parle. Parfait, merci pour la précision, Caroline. Ensuite, on vous a mentionné que, bon, au niveau de l'acronyme, là, CIMAD, le crédit d'impôt pour maintien à domicile, c'est qu'il fonctionne différemment que les frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Donc, on a commencé tantôt en présentant la majorité du temps le palier provincial avant le fédéral. Là, on fait l'inverse. On y va avec le fédéral en premier. Donc, le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire pour les aînés et les personnes handicapées, Caroline, celui-ci, il est non remboursable. Alors, qui peut s'en prévaloir? Bien, en fait, les particuliers de 65 ans ou plus, euh, qui ne sont pas en situation de handicap ou admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou
un particulier admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc là, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, dans le fond, c'est 2 catégories de personnes. Les personnes qui ont droit au CIPH, peu importe leur âge, et une personne de 65 ans et plus, même si elle n'a pas droit au CIPH, elle pourrait avoir droit. Ce qui est important, c'est qui paye la facture, c'est qui est propriétaire du logement sur lequel on fait des améliorations pour permettre à la personne de demeurer dans dans ce logement-là ou lui rendre l'accès à son domicile plus simple. Donc, essentiellement, c'est des travaux de rénovation ou des modifications qui vont permettre de mieux accéder à la propriété, de mieux s'y déplacer, d'y accomplir des activités de la vie quotidienne, puis qui vont rendre le logement plus sécuritaire pour cette personne-là. Donc, le particulier qui en fait la demande, il doit être propriétaire du logement et y habiter pour avoir droit à ce crédit-là. Fait que c'est quand même intéressant, mais pourquoi on a parlé de cela? Bien, d'abord, on a dit il est non remboursable. On va voir que, contrairement au CIMAD, le CIMAD il est remboursable, admissible à des versements anticipés. Donc, crédit fédéral, ça me prend de l'impôt à payer pour pouvoir en profiter. Si on rentre dans le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés maintenant, là encore, on a plusieurs volets, plusieurs Voilà. façons de voir les choses. Puis en plus, ça, c'est un crédit vraiment particulier où c'est pas le taux du crédit habituel, le fameux 14 qu'on a vu au Québec, là. On n'est pas là. C'est en fonction de dépenses admissibles, le crédit d'impôt. Puis, si je veux le comparer tout de suite à celui qui s'en vient, ici, on parle de services. Donc, dans le fond, tout l'argent que je peux avoir dépensé pour des services qui vont me permettre de rester plus longtemps à la maison, que ce soit de l'aide pour les repas, que ce soit dans l'entretien intérieur, extérieur de mon logement, de ma maison. Donc, tout ce genre de services-là dont je pourrais avoir besoin avec le temps qui avance ou avec l'évolution de la maladie ou avec l'âge, bien, essentiellement, ça va me permettre d'aller chercher des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés sur ce type de dépenses-là. Puis là, bien, pour nous aider à être mélangés comme d'habitude, Si il s'agit de savoir. Oups! il y a eu comme un petit pépin technique, je crois, parce qu'il y a eu une déconnexion instantanée. On est de retour, fait que je vous repartage l'écran, Caroline. Euh, pour compléter sur le fameux crédit d'impôt pour le maintien à domicile, les particularités aussi vont se faire dépendamment du milieu de vie. Donc, il va y avoir des distinctions selon que l'on est propriétaire d'une maison, selon qu'on est à logement, selon qu'on est propriétaire d'un condo, etc., etc. Donc, pour débuter avec le propriétaire de maison, je crois que maintenant, vous revoyez mon écran. Oui, fait que pour le propriétaire d'une maison, dans le fond, c'est un pourcentage des dépenses qui s'applique à ce que j'ai vraiment effectué comme dépenses avec facture à l'appui. Ça, c'est vraiment important pour de l'entretien ménager, l'entretien du terrain, déneigement, aide à la préparation de repas, popote roulante et autres. Donc, c'est toutes des choses qui seraient admissibles. Donc, j'accumule mes factures, puis en fin d'année, pour l'année 2024, j'ai droit à un taux de crédit de 38. Donc, j'ai droit à 38 des dépenses que j'ai engrangées dans l'année pour ces raisons-là, sous forme de crédit qui est remboursable, donc je n'ai pas besoin d'avoir d'impôt à payer, ou si j'en ai, puis qui est tout effacé par le début du crédit, puis qu'il en reste, on va me le rembourser, puis qui est admissible au versement anticipé également, donc je peux le recevoir de façon ponctuelle à tous les mois, ce qui peut m'aider à payer ces dépenses-là au fur et à mesure et non pas attendre en fin d'année pour avoir un gros chèque d'impôt. Si on est un couple, il faut faire attention à une chose, un seul des conjoints peut faire la demande pour le couple. Donc, c'est un seul des deux qui va avoir droit au crédit dans sa déclaration d'impôt et non pas les deux conjoints, chacun pour ses factures. Donc, la distinction ici, tu l'as mentionné, on est du côté des services. Puis, au niveau de quelqu'un qui est propriétaire d'un condo, par exemple, puis qui a des frais de condo, mais ce n'est pas totalement exclu, là.
Non, ben, en fait, là, le volet qui s'ajoute, dans le fond, en plus des factures qu'on va accumuler nous-mêmes pour des services qu'on reçoit par nous-mêmes, s'il y a des services qui sont offerts à l'ensemble des copropriétaires et qui font partie des frais de condo, comme par exemple, il y a un déneigeur pour l'ensemble de la copropriété, bien, je pourrais venir chercher la portion des frais de condo qui sert au déneigement dans ma demande de crédit pour le CIMAD. Donc, c'est juste une particularité, mais on est toujours dans le même genre de services qui sont versés. Du côté de quelqu'un qui ne serait pas propriétaire de son logement, mais qui serait locataire, ça aussi, il y a quand même des possibilités d'aller chercher, une somme. Oui, puis elle est vraiment particulière, cette façon de faire-là. J'avais pas vu ça souvent. Encore une fois, service ou dépenses admissibles, mais dans les circonstances, à condition évidemment qu'on ne soit pas dans une résidence privée pour aînés ni dans un établissement de santé. Essentiellement, on peut aller chercher un crédit sans même avoir à justifier avec des factures. Le fait qu'on paye un loyer, il y a une partie de notre loyer qui va être automatiquement considérée comme admissible. Donc, 5 du loyer mensuel de 600 $. Si moi, je paye juste 300 là, on s'en fout, c'est 600 $. Fait qu'on va me donner 5 de 600 $. On va donc me donner 30 par mois sans preuve de facture, sans rien, sans juste parce que j'ai un loyer et que le premier 5 est admissible, peu importe ce qui se passe. Et par contre, c'est plafonné à 1 200 $. Donc, on va se promener quelque part entre le 30 de crédit Y mensuel a-t-il et le encore un 60 problème technique? On dirait que oui. Moi, j'étais encore, mais vous m'entendiez pas, c'était saccadé. Je vous entends, Caroline. Tout est bien, merci. Madame Sylvain a l'air gelée, donc peut-être c'est son ordinateur. Je crois que oui. OK. Donc, je vais continuer pareil parce que le temps Oui. avance, puis je sais que Sophie va reprendre, le relais. Fait que, dans le fond, je vous expliquais que quand je suis locataire, évidemment, je vais quand même pouvoir prendre mes factures si j'en ai, mais j'ai un 5 de mon loyer qui varie entre 600 et 1 200 $. Donc, si mon vrai loyer, c'est 1 000 ben ça sera 50 par mois. Mais si mon loyer est de 2 400 par mois, ben, on va me réduire ça à comme si j'avais un loyer de 1 200. Puis si mon loyer est en bas du 600 ben, c'est 600 minimum sur lequel on va me verser mon crédit. Fait que c'est vraiment, c'est particulier, c'est vraiment une façon de faire qui fait que des fois, on n'a aucune idée, mais on est vraiment admissible à quelque chose. J'essaie de voir. Bon, Sophie est revenue Ben, écoutez, je suis sur son désolée. écran. Je pense que j'ai des problèmes avec ma connexion ou peut-être que vous m'avez entendu dire allô, allô, mais je suis de retour. Voici le partage d'écran. Puis je crois, Caroline, à t'entendre que tu étais rendue à quelqu'un qui habite dans une résidence privée pour personnes âgées. Tout à fait, merci Sophie. Fait qu'effectivement, et donc là, si je suis dans une résidence privée pour personnes âgées, les fameuses RPA ou les maisons de retraite, c'est encore un terme qui est admissible ou accessible, mais bref, essentiellement, je réside dans une telle résidence. Là, mon loyer, c'est pour un paquet de services. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu les baux de ça. En tout cas, si ça vous concerne, le bail que je signe dans une telle résidence, il va dire, ben, j'ai une partie pour mon logement. J'ai une partie pour les repas. Est-ce que j'en prends 2? Est-ce que j'en prends 3 par jour? Est-ce que je rajoute un service de buanderie ou pas? Est-ce que je rajoute un service de soins infirmiers ou pas? Donc, c'est tous des ajouts comme ça, toujours avec le loyer. Et on est comme capable de le compartimenter, ce loyer-là. Mais essentiellement, ce qu'on nous dit pour les fins de ce crédit-là, on simplifie au maximum, puis on vient dire que, dans le fond, selon la situation dans laquelle je me trouve, est-ce que je suis autonome ou pas autonome et est-ce que je suis célibataire ou conjoint? Je vais avoir un montant correspondant à un maximum de 65
entre 65 et 80 du loyer qui va être admissible. Puis encore là, on va venir appliquer un taux de crédit de 38 Donc, essentiellement, pour donner l'exemple, si ma personne, elle est autonome et qu'elle vit seule ou avec un conjoint plus jeune, donc qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans, ben, je pourrais aller chercher jusqu'à 65 de mon loyer sous forme de crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, je calcule tous les services accessoires qui ne sont pas juste pour résider là. Et tous ces services-là, si ça ne dépasse pas 65 du loyer, je peux tous les prendre comme montant à chaque mois et appliquer le taux du crédit dessus. Si j'ai un couple de gens autonomes qui ont 70 ans et plus tous les deux, j'aurai jusqu'à 70 du loyer. 75 du loyer, ça va être pour une personne non autonome qui vit seule ou qui vit avec un conjoint plus jeune. Puis si les deux membres du couple ont plus de 70 ans et qu'elles ne sont pas autonomes, c'est jusqu'à 80 des services inclus dans le loyer que je peux inclure. Donc, c'est vraiment beaucoup de technicalités, de petits détails qui peuvent faire la différence et qui peuvent faire en sorte qu'on laisse peut-être de l'argent sur la table. Donc, c'est la raison pour laquelle on voulait absolument venir présenter dans le détail ce qui est admissible à ce crédit-là, parce que c'est un des plus généreux parmi les crédits. Donc, ça peut devenir vraiment quelque chose d'intéressant de s'y attarder et de prendre ce qu'il faut. Heureusement, dans les RPA aussi, généralement, le personnel est formé pour aider les gens en place à aller réclamer ces crédits-là parce qu'ils le savent que leurs résidents sont admissibles et ils ont un peu plus de détails. Donc, c'est vraiment le personnel de location qui, parfois, va venir aider nos résidents à déterminer le crédit auquel ils ont droit. Caroline, pour conclure cette section-là, la distinction, on la voit ici aussi, c'est que un petit peu plus tôt, c'était concernant des services, tandis que là, ici, c'est pas mutuellement exclusif parce que c'est par rapport à des biens qui sont achetés. Exactement. Donc ici, achat, location, installation de biens admissibles afin de maintenir notre autonomie. C'est donc en surplus. J'ai droit au CIMAD pour tous les services que je paye. Puis en surplus, si dans une année, je dépense des frais pour ce type de choses-là, j'aurai droit d'aller chercher 20 des frais que j'ai engagés, mais on ne prendra pas en considération les premiers 250 de frais dans une année. Fait qu'il n'y a pas de plafond au montant des frais, ce qui fait que des fois, ça peut valoir la peine d'accumuler ces factures puis de tout faire dans une même année pour aller chercher le plein potentiel de ce crédit-là. Parce que si je décide de faire une amélioration une année qui coûte 500 puis l'année suivante, une autre amélioration qui coûte 500 bien, essentiellement, je vais me faire couper le premier 250 à chacune de ces années-là. Il va m'en rester juste 250 à 20 alors que si je regroupe mes frais puis que je fais ça dans une année, ben c'est le premier 250 fait qu'il va y avoir 750 qui va être crédité à 20 Fait que je bonifie mon crédit. Fait que c'est d'être stratégique dans ce temps-là quand il s'agit d'acheter des biens pour nous aider à maintenir l'autonomie. C'est aussi un crédit d'impôt qui est remboursable, puis c'est toujours à partir de 70 ans, comme le CIMAD. Merci, Caroline. Puis, autre crédit d'impôt qu'on peut appeler aussi quasiment stratégique par rapport à sa périodicité, ramasser ses factures, ben, c'est celui sur les frais médicaux. Oui, puis les frais médicaux, écoutez, on aurait pu essayer de faire une liste de tout ce qui peut être admissible aux frais médicaux, mais c'est hallucinant. Vous n'avez Ouais. pas idée. Fait que je vous invite plutôt à aller sur les liens cliquables pour aller voir autant au palier fédéral qu'au palier provincial si une dépense que vous avez engagée dans l'année peut se qualifier comme frais médical. Puis des fois, ça a comme on ne fait pas le lien immédiat. Tu sais, ça peut être des frais d'hôtel puis des frais de stationnement. Pourquoi? Parce que le service n'est pas rendu dans ma région. Donc, pour pouvoir aller chercher le service, je dois me louer un hôtel, puis j'ai des frais de stationnement à payer. Bien, ça va être admissible comme dépense au crédit d'impôt pour frais médicaux. L'autre chose, c'est qu'on peut regrouper les frais médicaux d'une unité familiale, donc ceux de moi-même, de mon conjoint et de mes enfants à charge, pour pouvoir produire puis avoir les plus gros montants de crédit d'impôt possible. Et on peut choisir une période qui n'est pas du 1er janvier au 31 décembre.
Donc, si, par exemple, j'ai eu beaucoup, beaucoup de dépenses de frais médicaux dans la deuxième moitié de l'année, donc à partir du mois de juin, bien, je pourrais choisir une période qui part de juin 2024 et sera, mettons, bien là, c'est peut-être pas un bon exemple, là, juin 2025, on n'est pas Mai, rendu, fait que ça va être avril, mettons. difficile. Mai 1er avril au 1er Février, avril. février. Ah, Tu sais, j'ai OK. commencé en février 2024, puis j'avais d'autres grosses dépenses en début d'année 2025. Bien, je pourrais, en utilisant la période février 2024 à février 2025, venir englober puis venir prendre mon crédit pour frais médicaux dans l'année 2024. Donc, ma période de 12 mois consécutifs qui se termine au cours de l'année d'imposition, c'est ce que je peux venir mettre dans ma déclaration d'impôt. Et encore là, fédéral et provincial ne sont pas équivalents. Les deux crédits sont non remboursables. Le fédéral va me donner un crédit de 20 des frais médicaux qui excèdent 3 du revenu net familial. Donc, on met tout ensemble les conjoints pour déterminer le revenu. On fait 3 de ça. Puis tout ce qui est en excédent, je peux venir le chercher. Mais tout ce qui est en dessous, je n'ai pas le droit de me le faire créditer. Alors qu'au fédéral, on va parler de 12,525 des frais médicaux qui excèdent le moindre entre 3 du revenu net individuel et 2 759. C'est un montant arbitraire. Fait que si mon revenu net individuel est plus bas, ben on va prendre 3 si 3 de mon revenu net individuel est plus bas, on va prendre ce plancher-là, puis tout ce qui est des frais au-dessus de ce montant-là va être admissible versus si mon revenu familial ou individuel est très élevé, bien, je vais pouvoir me servir du 2 759, puis dans le fond, tout ce qui est au-dessus de ce montant-là, va être admissible comme frais médicaux à 12,525. Caroline, ouf, c'était beaucoup d'informations. On en est très, très consciente. On a excédé de 2 minutes l'heure qui nous était allouée pour le contenu de la présentation. Mais toutefois, on va encore prendre quelques minutes si vous le souhaitez et si vous avez des questions pour lesquelles on a la possibilité de répondre. Des fois, des cas de figure très, très spécifiques à une situation précise, ce n'est pas possible de répondre. Mais pour des questions générales, on peut y aller là, et prendre quelques instants pour ça. Puis je vais arrêter mon partage d'écran parce que ça ne sert à rien de laisser questions en gros comme ça dans l'écran. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez soit clavarder les questions dans le boîte chat ou lève la main. Donc, pour trouver lève la main, je crois que vous rentrez dans la section qui dit Ben, je crois que dans le chat actuellement, il y a Lee devoir. qui est allé déposer les documents de Oui, référence. Donc, vous allez pouvoir les télécharger à partir du chat. oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a une question? Je ne vois pas que En espérant pas trop vous Oui, avoir étourdi, ennuyé. j'ai une question. Oui, Allez-y Madame donc. Pinto. Oui, regardez, la question d'admissibilité pour une personne qui a beaucoup de difficultés, par exemple, qui marche comme moi, mais avec beaucoup d'aide. C'est, je ne peux presque plus marcher et je m'habille avec difficulté. Ça veut dire, je suis admissible. Il y a deux formulaires. Un Oui. qui est le fédéral T2201 et un qui est le provincial TP75-214. J'ai bien compris que ces formulaires doivent être remplis, soit vous avez donné une liste par exemple par le médecin traitant dans mon cas, ou bien par une personne accréditée comme une infirmière supérieure, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou l'orthophoniste, etc. Ces formulaires doivent être remplis et donnés à mon comptable déjà remplis. Oui. Ça veut dire, je ne peux pas faire mon impôt si je veux avoir cette possibilité de crédit. Il faut d'abord que je communique avec les gens qui peuvent le faire pour moi. Et une fois qu'ils sont remplis, là,
je m'en vais avec un comptable avec ces 2 formulaires dûment remplis. C'est ça? C'est exact, mais ça ne vous empêche pas de faire votre impôt quand même pour cette année parce qu'un des avantages de ce crédit-là, quand on y est admissible, le médecin traitant ou la personne qui va les compléter va dire depuis quand vous êtes OK, admissible. Parce que ça se pourrait que ça fasse plus longtemps que juste dans la dernière année. Et on va pouvoir, en fait, en les produisant, les formulaires, automatiquement, Revenu Québec, Revenu Canada vont retourner en arrière jusqu'à un maximum de 10 ans. Puis ils vont recotiser toutes vos déclarations d'impôts des années OK, passées où vous auriez été admissible. Fait qu'ils vont OK. vous envoyer ces Rétroactif. oui, OK, rétroactivement jusqu'à 10 ans. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Fait que moi, je vous invite, dans le fond, à produire vos impôts quand même pour cette année sans demander les crédits si vos formulaires ne sont pas encore complétés. Par contre, à les demander le plus rapidement possible. Puis une fois que vous les aurez, à les faire transmettre par votre comptable aux autorités fiscales. Auquel cas, OK, si vous avez droit au crédit, puis même rétroactivement, bien, vous aurez sûrement des remboursements. OK. Merci beaucoup. C'est Merci, un Madame plaisir. Merci pour Guilbeault. votre question. Oui, Caroline, on j'ai en une a une dans le question. chat, Oui, une question. oui, Euh, excuse-moi, Kate, ça va si je la pose? s'il vous plaît. Donc, peut-être amener une certaine nuance parce que la question, c'est dans le fond, si nous avons moins de 70 ans ou que notre revenu est supérieur à 34 000 environ, nous sommes admissibles très peu ou à rien du tout. C'est un peu ça pour certains crédits, effectivement. Les crédits pour frais médicaux, par contre, sont vraiment très généreux pour, je le disais, un paquet de choses. Fait que des fois, des dépenses qui auraient donné droit au CIMAD dans le futur peuvent aujourd'hui peut-être donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux. Et éventuellement, quand on aura 70 ans, on pourra peut-être aller chercher le CIMAD à la place qui va être plus généreux puis qui va être en versement anticipé. Donc, faut juste, vraiment chercher de façon spécifique quel crédit à quel crédit on a droit, mais effectivement, il y a plus d'aide financière qui est accordée pour, les personnes qui sont plus âgées, nos aînés, et aussi pour les personnes qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Voilà. Merci. Écoute, si vous aimeriez poser une question, allez dans la boîte Réagir qui a l'icône d'un cœur et là, tu vas voir lever la main parce que je ne peux pas voir le monde si vous levez la main juste comme ça. Oui, bonjour, Monsieur Langlois. Et après, Oui, Madame Ouellette nous va faire vos questions. oui, d'accord. Je m'excuse, j'ai manqué l'heure. J'ai passé tout droit. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a des informations qui vont être disponibles, je pense, sur le chat, là, ce que j'ai pu comprendre. C'est disponible aussi en réécoute jusqu'au 30 avril. Oui, ça va être sur notre site web la fin de la semaine, donc OK. jusqu'à le 30 avril. Et nous avons un aperçu de la présentation que nous pouvons envoyer, que vous voyez dans la section chat. Mais si vous ne pouvez pas mettre ça d'ici dans votre ordinateur, je peux vous envoyer plus tard. Juste m'envoyer un courriel et ça va être mon plaisir. Parfait. Mais est-ce que pour finir mon intervention, Oui. un instant, en tout cas, bon, c'est pour finir mon intervention. C'est que j'ai acheté du matériel, moi, cette année, pour que mon épouse, là, c'est elle qui est atteinte du SLA. Puis là, ça, c'est, si j'ai bien compris, c'est 3% du montant mon revenu qui est accepté. Je ne sais pas si je mêle les choses, là. Ben, au niveau de pour Mon réclamer un crédit matériel. d'impôt pour frais médicaux avec ces achats-là que vous avez faits, oui, vous avez raison. Ça serait 3% de votre revenu individuel au fédéral ou tout ce qui excède 2 756 si ce chiffre-là est plus bas. Ah, OK, OK. Alors que si on est au Québec, ça va être le revenu familial, donc votre revenu personnel, mais celui de votre épouse également, OK, pour pouvoir faire le calcul. OK. Sauf si vous avez
l'un de vous plus de 70 ans qui permettrait d'aller chercher à la place un des 2 crédits qui sont remboursables, donc soit le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée ou encore le crédit d'impôt pour, comment il Ouais. s'appelle déjà, Sophie? Là, je les Le oublie. Il y en a crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. voilà. OK. Bon, parfait. Je suis conscient que je fais répéter, là, je m'excuse, mais OK. Aucun Pas du problème. tout, ça fait Mais plaisir, il n'y a aucun problème. j'ai Ça a sûrement peut-être éclairci certaines choses pour les gens qui nous écoutent. puis plus que 70 ans, c'est à ce moment-là, c'est la même mécanique, là, que vous sembliez dire? Ben, en fait, si vous avez plus que 70 ans, c'est plus intéressant d'aller chercher le CIMAD Ouais. ou le crédit d'impôt pour, aider un aîné à maintenir son autonomie, parce qu'ils sont plus généreux, les montants de crédit sont plus élevés. Le crédit d'impôt pour frais médicaux, ça va être 14 des dépenses qui excèdent, alors OK. que ce crédit-là, ça va être jusqu'à 38 dans le cas du CIMAD des services, puis, 20 dans le cas des achats. OK. Puis la dernière question, dans le matériel, les matériels dont on se sert pour se déplacer, que je pense à un quadriporteur que nous, on a Mmh. acheté à nos frais, là, puis déambulateurs, tout c'est le lit articulé, là, tout ça, ça s'est fait dans l'année, là. Alors ça, c'est-tu des choses qui sont éligibles ou si c'est seulement le matériel médical? Je veux pas vous induire en erreur, fait que je vais vous inviter à utiliser l'outil qu'on vous a donné parce qu'il y a des OK, liens cliquables. Vous allez OK, pouvoir aller spécifiquement voir si certains équipements sont admissibles puis d'autres pas. OK, J'aurais tendance à vous dire que je pense qu'ils sont admissibles, mais je veux pas vous induire en erreur. Je vous invite vraiment à OK, aller vérifier l'information. OK, parfait. OK, merci beaucoup. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. Il y avait une question de Mme Ouellette et puis après, il y a 3 questions dans le Oui. chat. Donc, nous allons écouter Mme Ouellette et puis répondre à les questions dans le chat. Madame Ouellette, votre microphone est muté. Madame Ouellette, est-ce que vous pouvez enlever le micro, ouvrir votre... Oui, Oui, c'est alors, ouvert. ça va comme ça? Oui, Oui? c'est Bon. parfait. Alors, mon mari a été diagnostiqué SLA. La maladie a progressé très rapidement. On a convenu au début de l'année 2024 que mon fils prendrait, on habite un duplex, que mon fils prendrait notre logement du rez-de-chaussée c'est notre soutien naturel. Et puis que nous, on monterait au 2e étage. Alors, on a adapté le logement du 2e étage pour éventuellement une chaise roulante. Maintenant, on est rendu là parce que mon mari est en chaise roulante. Puis maintenant, je veux savoir quelles sont les rénovations on est en droit de réclamer ou de déclarer. Une grande majorité de ce que vous avez mentionné va être admissible à l'un ou l'autre des crédits. Fait que là, ce qu'il faut aller regarder, c'est lequel des crédits qui est le plus généreux dans les circonstances. Est-ce que vous avez plus de 70 ans, vous ou votre conjoint? Oui, on a 77 ans toutes les deux. À ce moment-là, moi, je vous invite à aller voir les dépenses admissibles pour le crédit d'impôt pour le... Mais Ah, mon Dieu. Sophie, help! Oui, crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir Maintenir son son autonomie. autonomie. Voilà. OK. Exactement, parce que comme c'est des dépenses, c'est celui-là dont il est question. Je vous rappelle que dans l'outil qu'on vous rend disponible puis que vous pouvez accéder dans le chat, vous pouvez cliquer sur les différents noms de crédit. Fait que vous pouvez à ce moment-là accéder à la page de Revenu Québec ou de Revenu Canada qui est applicable et ça va vous permettre, dans le fond, d'aller vérifier si spécifiquement la dépense dont vous parlez est admissible ou si elle ne l'est pas. De la même façon, je vous dis, oubliez jamais que si ce n'est pas admissible à un crédit spécifique, c'est peut-être admissible au crédit pour frais médicaux. Donc, c'est toujours comme le deuxième à aller voir
au cas où. Au fédéral aussi, on avait parlé du crédit Crédit pour d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire pour les aînés et les personnes handicapées. C'est ce que je m'en allais dire comme complément d'information. Dans le document où est-ce que l'aide-mémoire, il y a le tableau synthèse avec les fameux liens cliquables. Allez voir celui-là aussi. C'est celui qui est fédéral, donc qui s'appelle Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire pour les aînés et les personnes handicapées parce que ça donne dans les frais les travaux de rénovation pour modification, justement pour permettre de mieux se déplacer, d'accomplir des activités de la vie quotidienne. Donc, non seulement celui au provincial, mais celui aussi au fédéral pourrait être intéressant. Merci beaucoup. Parfait, je vous remercie infiniment. Merci, Ben, madame. c'est un plaisir. Merci de votre question. La prochaine question est de Monsieur Michel Circé. Sophie, est-ce que tu veux Oui. lire la question? Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il existe un formulaire pour les crédits d'impôt pour frais de déplacement et stationnement pour soins de santé? Non, ce n'est pas un formulaire comme tel, en tout cas pas à ma connaissance. C'est vraiment de garder ses reçus, d'aller valider sur le site Internet de Revenu Canada ou de Revenu Québec si c'est une dépense qui est admissible. Puis à ce moment-là, on l'indique comme tel dans l'annexe des frais médicaux, dans le fond. Fait que peut-être qu'on s'est considéré comme un formulaire dans ce sens-là. Il y a effectivement des annexes de frais médicaux dans lesquels on peut venir détailler. Donc, tous nos reçus de pharmacie, on peut mettre ça sur toute une même ligne. On a une facture de dentiste, on l'ajoute. Puis là, si on a un frais spécifique de stationnement ou parce que le soin n'est pas disponible, on va venir l'ajouter aussi. Dans un monde idéal, en fait, pas dans un monde idéal. Dans tous les cas, quand c'est des questions de frais médicaux, vous gardez vos reçus au cas où il y aurait une vérification qui serait demandée. Puis si c'est parce que le soin n'est pas disponible dans votre région et que vous ajoutez ce genre de frais-là, il n'y a pas comme tel, à ma connaissance, de formulaire, mais par contre, un médecin peut vous signer un petit document qui va venir vous dire qu'effectivement, vous avez eu à vous déplacer pour obtenir des soins à un endroit qui n'est pas disponible de votre côté. La Merci. prochaine question, c'est pour la clientèle handicapée étant sur l'aide sociale. Ils ne peuvent donc pas être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées compte tenu qu'ils ne paient pas d'impôt. C'est exact. Si leur seule source de revenus, c'est ça, comme ils ne payent pas d'impôts, dans le fond, ce crédit-là ne leur servira pas à venir réduire des impôts payables. Par contre, on a vu que le crédit d'impôt pour personnes handicapées peut être transférable avec certaines réserves. Donc, à certaines personnes, puis dans certaines circonstances. Fait qu'aller lire les détails de ce côté-là, ça peut être le proche aidant qui pourrait en profiter dans certaines circonstances. L'autre chose, c'est que c'est quoi que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, c'est qu'il ne faut pas oublier que même si on ne peut pas aller chercher le crédit, l'admissibilité à ce crédit-là, donc les formulaires complétés, puis le fait qu'on dit oui, la personne est admissible, ça peut ouvrir les portes à des programmes dont le régime enregistré d'épargne invalidité. Fait qu'il ne faut pas négliger le fait que même si j'en profite pas du crédit d'impôt pour personnes handicapées, qu'il n'y a pas d'autres programmes qui s'ouvrent grâce à mon admissibilité à ça. L'autre question étant, si le bail de notre loyer est au nom de mon mari, mais qui n'est pas la personne atteinte, aurons-nous droit au crédit d'impôt? Si on parle du crédit d'impôt pour maintien à domicile, la réponse c'est oui, parce que c'est un des deux conjoints qui peut le réclamer. Et essentiellement, c'est pour les deux conjoints qu'on réclame, mais s'il y en a juste un qui est admissible, en autant que les dépenses sont payées par la personne qui est au bail. On va Parfait. aller avec les deux personnes qui ont leur main et puis revenir Oui. les questions. Monsieur Langlois encore. Oui, j'ai une question par rapport à mon vécu. J'ai eu une subvention juste avant la fermeture des crédits qu'il y a eu. Dernièrement, j'ai réussi à avoir une subvention pour aménager la maison. Mhm. Ah, moi, c'est sûr que ça va dépasser le montant. Je n'ai pas eu assez. Est-ce que je peux réclamer aussi au crédit d'impôt par rapport au... Ben, pas le montant qui est subventionné, mais tout l'excédent du montant subventionné, oui. OK.
OK, ça, je vais pouvoir aller. OK, parfait. Absolument. Monsieur Merci. Turcotte. Oui, bonjour. Merci de me laisser quelques minutes. Moi, c'est moi la personne atteinte. On m'a fait compléter les deux fameux formulaires là, fédéraux et provinciaux. Euh, et bon, je m'en vais là, je vais les transmettre. Mais moi, j'étais encore au travail et maintenant, je ne le suis plus, même si je suis sur une prestation d'assurance salaire de mon employeur. Mais si je suis reconnu, si les attestations sont reconnues, est-ce que parce que je sais que bientôt, je vais possiblement devoir faire une demande de prestation d'invalidité à Retraite Québec, est-ce que ça peut aider à ce que la demande soit acceptée? C'est c'est tellement une bonne question. Je veux, Ah, désolé. non, c'est une Non, c'est excellente question. positif. Soyez pas désolés. J'aime beaucoup ces questions-là. Au contraire, s généralement, malheureusement, c'est vraiment des critères bien distincts. Retraite Québec, pour pouvoir admettre une personne en invalidité, a des critères distincts de votre assurance d'employeur et du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça ne nuit pas, c'est certain, le fait d'avoir droit au crédit, le fait d'avoir ces formulaires complétés, mais est-ce que ça l'aide vraiment? Bon, Peut-être. OK. Bon, moi, je sais parce que, pour être franc avec vous, c'est là que je travaillais, à Retraite OK, Québec. Oui. OK. Et Et ben, je sais que je serais admissible si ma condition était considérée comme invalidité totale. Mais c'est ça que je me demandais si au niveau, je suis déjà attesté invalide avec les crédits d'impôt, est-ce que ça peut aider les médecins? En tout cas, c'était ça là, à ben, c'est voir la parce que, qualification. C'est comme vous ouais. dites, c'est la qualification que le médecin peut venir indiquer. Parce que pour Retraite Québec ou pour la Régie des rentes au niveau des prestations d'invalidité, vous dites invalidité totale, mais c'est à faire toute forme d'emploi. Ouais. Donc, si vous étiez encore capable de faire un autre type d'emploi, même si moins bien rémunéré, même si vraiment pas à la hauteur des compétences que vous pouviez exercer précédemment, vous n'êtes pas en invalidité totale pour Retraite Québec. Non. Ouais, je comprends, mais en tout cas, je voulais juste Mais voir votre s'il y avait un impact. ben, c'est certain que les formulaires que les médecins vont compléter, ils vont venir indiquer la nature de vos limitations puis la gravité de. Puis, ce qui ne serait pas admissible aujourd'hui va peut-être l'être dans 3 mois parce que c'est une maladie qui est évolutive. Donc, faut pas se fermer à une première réponse. Il faut continuer d'insister jusqu'à ce que vous soyez admissible. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Dans Et le chat, on avait Monsieur Denis Raymond qui disait qu'il y avait une question pour crédit d'impôt pour handicapés. Est-ce que Léna, et votre oui. microphone est ouvert, Monsieur Raymond. Vous pouvez parler maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Euh, moi, mon neurologue, j'ai la SLA et excusez-moi, j'ai des gros problèmes de parole. Euh, il m'a, voyons, la SLA, il l'a trouvé le 20, entre au mois d'août. Mais par contre, là, il a envoyé mes documents, les formulaires pour les crédits d'impôt. Mais avant ça, j'ai eu une maladie interstitielle des poumons. Puis, ils m'ont référé le pneumologue à Québec pour le rencontrer, le rhumatologue. Puis elle, en 2022, euh, elle m'a fait faire des exercices, puis j'ai des grosses crampes dans les mains, puis j'ai beaucoup d'électricité dans mon corps.
Mais par contre, là, je sais que pour 2024, je peux me demander les crédits d'impôt, mais depuis 2022-2023, faudra-tu que j'aille voir ma rhumatologue pour qu'elle remplisse d'autres documents ou Ben, c'est c'est de quoi? deux choses l'une. Soit votre médecin actuel qui les remplit après le diagnostic de SLA dit oui, moi je vois qu'il y a des limitations depuis 2022 avec votre dossier médical, auquel cas vous Oui, n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais si votre médecin dit moi, je peux juste constater à partir du diagnostic, ben là, s'il y a un autre professionnel qui est en mesure d'attester d'un autre euh, euh, limitations dans le passé, ils peuvent venir les compléter également. Puis comme je vous dis, si votre médecin dit tout de suite en 2024, c'est depuis 2022, bien, OK. automatiquement, en produisant cette année, Revenu Québec et Revenu Canada vont revenir en arrière jusqu'à un maximum de 10 ans. Donc, ils vont vous accorder les crédits que vous n'aviez pas demandé en 2022 puis 2023. Parce que c'est ma rhumatologue, justement, à la fin de 2023, qui m'a référé voyons, au neurologue. Fait que lui, il ne peut pas dire avant ça que je l'avais parce que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'est à peu près à fin janvier. Puis là, il m'a fait des tests, mais fait que quand il a rempli, lui, il dit que c'est Oui. au début de la 24. OK, Oh, bien à ce moment-là, allez voir la rhumatologue pour le passé. Elle va pouvoir venir attester des années précédentes. voilà, il va falloir qu'elle remplisse d'autres formulaires, c'est ça? Oui, Oui. hein? C'est ça que Mais je ce que ça pensais. vous coûte pour faire remplir les formulaires, c'est admissible au crédit pour frais médicaux. Excusez-moi, répétez-moi. J'ai mal. Des fois, ça coûte de l'argent pour faire remplir les formulaires par le Oui, c'est médecin. ça. C'est C'est le 50 genre de choses oui. qui est admissible au crédit pour frais médicaux. Fait que si vous Oui, mais accumulez vos factures de pharmacie avec, ben, vous pouvez le mettre avec ça, avec votre dentiste, puis tout le reste qui rentre dans les frais mais médicaux. le problème justement d'impôt, c'est que moi, j'ai une assurance privée en plus, puis avec tous les frais, j'ai à peu près 10 000 par année, moi et ma conjointe. Fait que pour l'impôt, ça ne fonctionne pas. Il dit que vous en avez trop. Fait que là, il faut que Excuse-moi, j'enlève des affaires pour l'année suivante, mais l'année suivante, j'ai les mêmes dépenses. Fait que ouais. euh, je ne sais plus Excuse-moi, comment Monsieur ça. Raymond. Il y a Oui, juste 3 minutes qui restent oui, et il y a quand même quelques questions. Et eux, Madame Sylvain et Madame Marion doivent quitter pile en 3 minutes. Donc, OK. je veux juste demander vitement. Il y a une question reliée à les frais de kilométrage pour les 40 kilomètres et plus. Une question sur le rente d'accès et les dépenses équivalentes. Ça, c'est relié à les adaptations de domicile. Encore une question sur le programme adaptation domicile. Toute cette information va être disponible dans les documents qui étaient sur le chat plus tôt et que je peux vous envoyer par courriel suite à la rencontre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez répondre vitement à Madame Marion sur le kilométrage pour les 40 kilomètres et plus ou quelque chose sur le programme adaptation domicile? Bien, comme j'ai mentionné tantôt, le programme adaptation de domicile donne des subventions. C'est les frais qui sont en excédent de ce qui a été versé pour ça, qui peuvent être utilisés, soit par, si on a plus de 70 ans, là, dans le Crédit québécois qui donne, dans le fond, 20 pour l'achat de matériel qui nous aide à maintenir notre autonomie. Puis, il y a le Crédit fédéral également qui peut venir aider et donner un coup de pouce, mais c'est ce qui est en excédent de ce qu'on va avoir eu comme subvention, c'est normal parce que ce que vous payez vraiment de votre poche, c'est ça qu'on va venir donner un crédit dessus et non pas ce qui a été subventionné, donc pour laquelle vous avez eu une aide financière externe. Merci beaucoup. Nous avons à peu près 30 secondes qui restent avec Madame Sylvain et Madame Marion. Oui, le pad n'est pas disponible depuis octobre 2024, ça c'est vrai, mais ça a l'air que ça va être redisponible après, à partir de le 1er avril. Donc, nous juste dois faire un petit peu de patience, c'est terrible, mais quand même.
Je veux remercier avec beaucoup de merci à Madame Marion et Madame Sylvain pour leur temps. Et pour tout le monde, Oui, quoi je vais faire, c'est demain, je vais envoyer vous par courriel, j'ai toutes non, vos elle adresses travaille, elle va courriel. être ici vers 4h30. Oups. Je vais envoyer les 2 documents par courriel à tout le monde qui avait participé. Comme ça va être peut-être plus facile au lieu d'essayer de downloader ça de le chat si vous n'avez pas eu le temps de faire ça. Et si votre question n'était pas répondue, réenvoyez-moi la question. Je vais essayer de voir si je peux transférer ça à Madame Marion et Madame Sylvain dans le futur et avoir une réponse. Donc, merci beaucoup à Madame Sylvain et Madame Marion pour votre temps aujourd'hui, 2h30 pile. Merci de nous avoir accueillis, puis on espère que ça vous aura donné quelques clarifications et simplifications. Merci, merci. Bonne journée.